وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen en visite officielle à Beyrouth, Elmar Brok, reproche au Hezbollah de ne pas collaborer à la stabilité du Liban et appelle au respect des échéances constitutionnelles. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'armée libanaise étend sa présence sur l'ensemble du territoire. À l'approche des fêtes de fin d'année, plusieurs responsables se sont dit très inquiets du blocage politique au Liban. En Turquie, l'affaire de corruption présumée qui éclabousse le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan se poursuit. Les fils de deux ministres proches du Premier ministre ont été inculpés et placés en détention provisoire. Et à suivre également dans ce journal, alors que les combats meurtriers continuent entre l'armée du Soudan du Sud et les partisans de l'ancien vice-président, l'ONU et les États-Unis appellent au dialogue. Washington dépêche sur place son envoyé spécial pour la région. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen en visite officielle à Beyrouth, Elmar Brok, s'est entretenu tour à tour avec le président Michel Sleiman et le Premier ministre sortant Najib Mikati, ainsi que le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Seniora, et le leader des forces libanaises, Samir Jaja. Il était accompagné d'Angelina Eichhorst, l'ambassadrice de l'Union européenne à Beyrouth, et de deux députés allemands. À l'issue de ces entretiens, Elmar Brok a tenu un point de presse. Il s'est dit mécontent du discours prononcé hier par Sayed Hassan Nasrallah et dans lequel il a affirmé ne pas être prêt à discuter de la formation d'un gouvernement neutre, une condition essentielle pour la stabilité du Liban selon le diplomate européen qui estime que le Hezbollah assume une grande responsabilité concernant l'avenir du pays. Il a par ailleurs appelé au respect de la déclaration de Bravda, notamment la politique de distanciation à l'égard du conflit en Syrie. Brok a également exhorté au respect des échéances constitutionnelles, à savoir l'élection présidentielle prévue en mai prochain, la formation d'un nouveau cabinet et la tenue d'élections législatives. Il a enfin noté que l'Union européenne déférera un montant de 2 millions d'euros au Liban pour l'aider à affronter la crise humanitaire due au flux de réfugiés syriens. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'armée libanaise est en alerte. Elle étend sa présence sur tout le territoire pour assurer la sécurité. L'institution militaire a pris une série de mesures sécuritaires dans toutes les régions du pays, du nord au sud en passant par le Mont Liban, Beyrouth et la Bekaa. Objectif, protéger les différents lieux de culte, les principaux centres commerciaux et les sites touristiques à travers le pays. Plusieurs responsables libanais se sont dit très inquiets de la situation sécuritaire de ces dernières semaines, mais aussi du blocage politique au Liban. La dépouille du médecin britannique décédé en prison en Syrie est arrivée au Liban ce samedi dans un convoi de la Croix-Rouge. Londres accuse les autorités syriennes d'être responsables de la mort de Abbas Khan. Emprisonné depuis plus d'un an, ce chirurgien orthopédique de 32 ans était sur le point d'être libéré, mais selon Damas, il a été retrouvé pendu dans sa cellule. Abbas Khan travaillait pour l'ONG Human Aid UK en Turquie, en formant du personnel médical syrien. Il a ensuite traversé la frontière pour se rendre à Alep, où il a été arrêté. À Tripoli, des habitants d'un immeuble menacé d'effondrement ont manifesté ce samedi. Ils ont coupé la route principale qui relie leur quartier d'Abi Samra au centre-ville avec des pneus enflammés pour protester contre l'inaction des autorités face aux dangers qui les menacent. Damas accuse le gouvernement libanais d'être en partie responsable de la guerre en Syrie. Dans des remarques au journal libanais El Akhbar, le Premier ministre syrien accuse Beyrouth d'ingérence dans les affaires internes. Pour Wael El-Halki, une partie de la crise syrienne pourrait être attribuée aux politiques adoptées par le gouvernement Mikati et notamment l'échec de sa politique de distanciation. Le Premier ministre a cependant affirmé qu'il n'existe aucun contact entre les gouvernements syriens et libanais, sauf par le biais de leur ministère des Affaires étrangères. Dans le reste de l'actualité régionale, en Turquie d'abord, l'affaire de corruption présumée qui éclabousse le gouvernement se poursuit. Ce samedi, une vingtaine de personnes interpellées ces derniers jours ont été inculpées et placées en détention. Parmi elles, 2 fils de ministres ainsi que le PDG d'une banque publique. Ils sont soupçonnés de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Cette affaire survient à 4 mois des élections municipales.
Le Premier ministre a d'ailleurs dénoncé une opération de déstabilisation. Recep Tayyip Erdogan risque néanmoins de devoir se séparer des 2 ministres dont les fils sont mis en cause, à savoir le ministre de l'économie et celui de l'intérieur. Selon les observateurs, cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une lutte de pouvoir entre le parti gouvernemental, l'AKP, et un de ses anciens alliés, une puissante association musulmane appelée Hizmet, avec une forte influence dans la police et des ramifications à l'étranger. 3e procès en vue pour Mohamed Morsi. Le président égyptien déchu va être jugé pour évasion de prison et meurtre d'officier pendant la révolte qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir en 2011. 132 autres personnes vont être jugées avec lui, parmi lesquelles les dirigeants des Frères musulmans. Détenu depuis sa destitution par l'armée le 3 juillet dernier, Morsi est actuellement jugé pour complicité de meurtre de manifestants lorsqu'il était au pouvoir. Il va également être jugé pour espionnage en vue de mener des actions terroristes. Dernière conférence de presse de l'année pour Barack Obama, peu avant son départ pour Hawaï où il passera Noël en famille. L'occasion pour le président américain de tracer ses priorités pour 2014, une année qui sera selon lui l'année de l'action. Il estime que de nouvelles sanctions contre l'Iran ne sont pas encore nécessaires tant que les négociations sur son programme nucléaire se poursuivent, mais qu'il ne sera pas difficile de les renforcer si Téhéran ne respecte pas l'accord de Genève. Le chef de la Maison-Blanche a par ailleurs promis de s'exprimer en janvier sur une révision des programmes de surveillance de la NSA pour restaurer la confiance. Nettement réélu fin 2012, Barack Obama se retrouve un an plus tard avec une cote de confiance au plus bas, juste au-dessus de 40%. Principale raison, ses revers en politique étrangère et sur sa réforme de l'assurance maladie. Dans un instant, Robespierre retrouve sa tête. Les détails en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, Mikhail Khodorkovsky entame sa vie d'homme libre. L'opposant russe est arrivé hier soir à Berlin où il a retrouvé ses proches. Il a été accueilli par l'ex-ministre allemand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, qui s'est impliqué personnellement dans son transfert vers l'Allemagne. L'opposant russe était détenu dans un camp situé aux confins de la Russie. Gracié par Vladimir Poutine 8 mois seulement avant sa libération officielle, il aura passé en tout 10 années en prison. À moins de 50 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Sotchi, le président russe serait-il en train d'essayer de redorer l'image de la Russie et la sienne par la même occasion? Le moment choisi pour libérer Mikhail Khodorkovsky ne semble pas totalement anodin. La communauté internationale se dit inquiète face aux tensions croissantes au Soudan du Sud, des tensions qui ont abouti à des violences meurtrières. Les États-Unis ont envoyé un haut diplomate pour favoriser le dialogue entre les factions rivales. L'enjeu, c'est de mettre autour de la même table le président sud-soudanais et son ancien vice-président Riek Machar, limogé en juillet dernier. Salva Kiir accuse son rival d'avoir fomenté un coup d'État. Le gouvernement se dit prêt à discuter avec Riek Machar, qui dénonce le pouvoir dictatorial du chef de l'État. Le Soudan du Sud est devenu indépendant en juillet 2011 après des décennies de guerre civile. Le secrétaire général des Nations Unies appelle les partis à la retenue. Réaction à l'ONU. Les membres du Conseil de sécurité se sont dit gravement alarmés et préoccupés par la détérioration rapide des conditions de sécurité et la crise humanitaire au Soudan du Sud, du fait de la crise politique qui oppose les dirigeants politiques du pays, qui menace d'implications sérieuses la sécurité et la stabilité de long terme du Soudan du Sud, de même que les pays voisins et d'autres sujets de paix et de sécurité dans la région. Les membres du Conseil ont condamné de manière la plus ferme les combats et les violences ciblées qui visent les populations civiles et certains groupes ethniques ou d'autres communautés dans l'ensemble du pays et qui ont fait des centaines de morts et de blessés et des dizaines de milliers de personnes déplacées. Ils ont souligné que toutes les parties devraient renoncer à la violence sous toutes ses formes et résoudre leurs différends de manière pacifique. Ils ont demandé au président Salva Kiir et à l'ancien vice-président Riek Machar d'assumer leurs responsabilités et de lancer un appel à la cessation des hostilités et à l'ouverture immédiate du dialogue, afin de permettre un règlement rapide et pacifique de cette crise. Ils ont appelé toutes les parties à protéger les détenus. Ils ont également engagé tous les dirigeants politiques et militaires du pays à s'impliquer dans un processus de réconciliation nationale et de réforme constitutionnelle par des moyens pacifiques et inclusifs dans le respect des principes de l'état de droit. Direction la Centrafrique où l'activité reprend timidement à Bangui ce samedi après une nuit relativement calme. Les affrontements de ces derniers jours ont fait au moins une trentaine de morts, dont un soldat de la MISCA, la force de l'Union africaine.
Les violences entre miliciens anti-Balaka et ex-rebelles de la Seleka n'en finissent plus d'exacerber les tensions intercommunautaires et la population vit dans la peur de représailles. Les Nations Unies estiment à plus de 200 000 le nombre d'habitants de Bangui qui ont récemment été déplacés par les combats. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, Madagascar attend le nom de son prochain président. C'est la première fois que le pays organise un scrutin démocratique depuis le renversement de Marc Ravalomanana en 2009. La communauté internationale a demandé au peuple malgache, aux autorités et aux acteurs politiques de garder le calme lors du décompte des voix. Ce scrutin doit permettre au pays de sortir d'une grave crise économique et politique dans laquelle il est plongé depuis 2009. Plus de 9 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 $ par jour. La majorité des Espagnols s'y oppose, mais cette poignée de manifestants défend le projet controversé de réforme de l'avortement. Le gouvernement conservateur va soumettre un texte qui doit drastiquement limiter le droit à l'IVG, permis uniquement en cas de viol ou de danger grave pour la santé de la femme ou du fœtus. Les associations féministes et la gauche appellent à la mobilisation pour faire barrage au projet qui a toutes les chances d'être adopté. Le terrorisme ne triomphera jamais, déclaration du Premier ministre britannique David Cameron à l'occasion du 25e anniversaire de l'explosion de l'avion de la Pan Am au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. 2 cérémonies religieuses en hommage aux 270 victimes ont été organisées, l'une à l'abbaye de Westminster à Londres et l'autre en Écosse. Le régime libyen de Mohamed Kadhafi a reconnu officiellement en 2003 sa responsabilité dans cet attentat. Et puis avant de refermer ce journal, petit détour historique. Décapité en 1794, Robespierre vient de retrouver sa tête. C'est un visage grêlé par la petite vérole qui vient d'être révélé par l'équipe de Philippe Freuch. Ce spécialiste de la reconstruction faciale en 3D n'en est pas à son coup d'essai puisque c'est lui qui avait donné vie au véritable visage d'Henri IV en février dernier. Pour restituer son physique en 3 dimensions, il a d'abord fallu numériser le masque funéraire de Robespierre. L'histoire est déjà savoureuse, c'est une certaine Anne-Marie Groscholz qui a réalisé ce masque de cire peu de temps après sa décapitation. La jeune Anne-Marie se maria ensuite avec un certain François Tussaud et traversa la Manche. Elle ouvrira à Londres ce qui deviendra l'ancêtre du mondialement célèbre musée de cire Madame Tussaud. Explication. Nous avons passé le masque par le scanner et ensuite nous avons utilisé une cartographie de déplacement en image de synthèse qui nous a permis de retrouver tous les petits détails de la peau, les cicatrices en creux et les cicatrices laissées par la maladie en relief. Contrairement aux portraits qui ont été réalisés de son vivant, où on a une grande disparité de traits, on a des visages qui sont très différents, mais où jamais on voit les cicatrices de sa maladie de peau, on voit jamais sa maladie qui est sarcoïdose, etc. On voit jamais tout ça. Donc nous, on veut donner la réalité tout simplement pour rendre ce personnage-là plus proche de nous. C'est un homme comme les autres, touché par la maladie comme les autres. Ça retire peut-être un tout petit peu son statut d'icône historique, ça le fait peut-être descendre un tout petit peu de son piédestal sur le sens esthétique, mais sur le sens intellectuel, c'est un génie. Et puis sachez qu'après Robespierre, les 2 hommes vont s'attaquer au visage de Beethoven, de Napoléon ou encore du marquis de Sade. Histoire à suivre donc. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen en visite officielle à Beyrouth, Elmar Brok, reproche au Hezbollah de ne pas collaborer à la stabilité du Liban et appelle au respect des échéances constitutionnelles. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'armée libanaise étend sa présence sur l'ensemble du territoire à l'approche des fêtes de fin d'année. Plusieurs responsables se sont dit très inquiets du blocage politique au Liban. En Turquie, l'affaire de corruption présumée qui éclabousse le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan se poursuit. Les fils de 2 ministres proches du Premier ministre ont été inculpés et placés en détention provisoire. Et puis alors que les combats meurtriers continuent entre l'armée du Soudan du Sud et les partisans de l'ancien vice-président, l'ONU et les États-Unis appellent au dialogue. Washington dépêche sur place son envoyé spécial pour la région. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Serge Barbary à la barre du prochain JT. وسنقاوم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني.